j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo d'analyse de la classe Demon Hunter et donc des nouvelles cartes qui vont être imprimées, qui vont arriver pour août. Dans l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a l'archétype aggro, ce qui selon moi devrait redevenir très fort. Et on va avoir de très très bonnes cartes, très broken selon moi, même imprimées. Du coup, ça va vraiment être des cartes résilientes pour Demon Hunter. Ça va rappeler un petit peu le chasseur qu'on jouait à l'époque avec la 1-3 qui nous permettait de se remplir la main à chaque fois. Elle coûtait 2 puis elle a été nerfée à 3. Donc vous allez voir. Vous allez voir vite pourquoi je parle de cette carte. Vous allez voir qu'il y a une carte qui est à peu près similaire. Et on va voir globalement les synergies des nouvelles cartes qui ont été imprimées sont très très bonnes ensemble. Donc la carte dont je vous parlais, c'était un petit peu cette carte qui fait référence au T3. Au T3 qui faisait que tu te remplis la main à la fin de ton tour si tu remplis tes cartes en fait jusqu'à en avoir 3 en main. Et cette carte, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est quand ton héros attaque, globalement. C'est-à-dire que tu peux attendre vraiment le timing parfait, d'autant plus que très souvent personne joue de Vipère maintenant, et même si l'adversaire joue Vipère, tu peux bénéficier de cette arme au moment où vraiment tu as besoin de ressources. Tu vas jouer cette arme, et qu'est-ce qui faisait que aggro n'était pas assez fort en fait? C'est qu'on manquait vraiment de pioche, on manquait de moyens de se refaire une main si on s'est vidé la main de manière efficace. Et là, on a globalement une carte qui a 4 d'attaque, donc qui affiche 4 d'attaque sur 2 tours, et ça coûte que 3. Donc globalement, c'est pas une carte comme le Spectral Sat, le sort à 2 qui nous fait piocher que 2, mais c'est globalement une carte à 3 qui inflige des dégâts, donc elle a un effet vraiment de burst, et en plus de ça, de nous remplir la main de 3 cartes, même pas 2, mais 3 cartes. Dans l'idée, on peut avoir des synergies avec des cartes pas chères. Peut-être qu'on peut voir même le retour de Field of Strife qui donnerait un d'attaque et une carte qui n'a vraiment jamais été jouée. Mais globalement, si tu as la capacité de spammer beaucoup de serviteurs, grâce notamment à un sort à 1, tous les T1 que tu vas jouer, cette carte va prendre de sa pertinence. Et on va voir qu'il y a de très bonnes nouvelles cartes qui vont être imprimées également pour Demon Hunter. Cette carte est par beaucoup considérée pour nulle, du moins dans certains que j'ai vu sur Twitter, considéraient cette carte très nulle. Choisis une carte de votre main pour la mettre dans votre deck. Donc en quoi cette carte est selon moi très pertinente? Du moins je vois des synergies avec cette carte. C'est une 4-4 qui globalement fait que tu vois que dans ta liste tu pourras jouer des cartes comme Kurtrus, sauf que tu ne le voudras pas en main. Tu pourras peut-être même jouer Jace, sauf que tu ne le voudras pas en main. Et pourquoi tu ne voudras pas Jace en main? Tout simplement parce que tu voudras bénéficier de cette arme à 3 qui fera que, après que votre héros attaque, pioche jusqu'à que vous ayez 3 cartes. Un autre moyen, une autre carte qui va être intéressante, c'est celle-ci, une nouvelle légendaire, et qui fait que discard toute votre main, donc Râle d'Agonie pioche 3 cartes. C'est globalement un très bon body. Et comment en profiter à fond de ce body et de cet effet entre guillemets négatif qui ne se retrouve pas en effet négatif quand vous allez faire des curves comme cette 4-4 qui fera que voilà, vous mettez une carte que vous n'avez pas envie de défausser dans votre deck. Et même, il y a un autre effet intéressant de cette carte. Au final, ça va être dans un deck potentiellement quest. Donc que fait la quest de Demon Hunter? C'est tout simplement de réduire votre deck. On va pas le mettre dans le deck, mais pour le reste de la partie, réduit les cartes de votre deck de 2. Donc ça veut dire que si tu as envie de renvoyer une carte dans ton deck parce que tu ne joues plus, une carte qui est maintenant en standard, est-ce que c'est possible d'y voir? C'est la carte planée. Donc la carte planée qui était très forte dans un démo quête. Pourquoi? Parce que tu pouvais renvoyer toute ta main et faire en sorte que du coup, les cartes qui étaient trop chères ta main allaient coûter 2 de moins grâce à l'effet passif de Kurtrus. Et vu qu'on n'a plus d'accès à justement cette carte, dans l'idée, on a indirectement une carte qui nous permet de renvoyer une carte dans le deck et s'assurer de réduire son coût. Donc à voir si vraiment l'archétype quête peut revenir. Du moins on a des bonnes cartes qui peuvent nous permettre de faire que la quête est très forte. Donc ça serait peut-être un archétype un peu différent basé sur les reliques. Vous allez voir aussi la puissance des reliques. Peut-être qu'on peut rentrer tout l'archétype ensemble, reliques, avec le package aggro. Il y a quelque chose à faire en tout cas avec des haches, que ce soit de l'aggro ou quelque chose un peu plus tempo. Pour
ce qui est des reliques. On va maintenant s'intéresser aux reliques. Pioche de cartes et réduit leur coût de 1. Improve pour chaque relique que vous avez joué. Donc ça veut dire que, imaginons la nouvelle carte, on ne savait pas ce qu'elle faisait. Les prochaines reliques que vous jouez ce tour se lancent 2 fois. Et bah globalement, qu'est-ce que ça va faire si vous jouez la même relique? En partant du postulat que vous n'ayez pas joué d'autres reliques au préalable. Donc vous allez piocher 2 cartes, réduire leur coût de 1, puis ensuite repiocher 2 cartes et réduire leur coût de 2 cette fois-ci. Donc je ne sais pas si vous voyez le cheating mana qu'on va pouvoir faire grâce à cette carte, mais dans un deck quest où on part du principe que déjà les cartes vont être réduites si vous êtes sous l'effet de la quest, notamment par l'effet passif de les parties 1 et 2 de la quest, ça veut dire que vous allez piocher des cartes et globalement avoir leurs coûts qui vont coûter 2 de moins du départ avec le premier tic. Et si vous lancez 2 fois cette relique, vous allez vraiment avoir vous allez piocher globalement 4 cartes et les deuxièmes cartes, les cartes 4 et 5 que vous allez piocher vont coûter vraiment pas cher. C'est vraiment un bon potentiel. On va s'intéresser maintenant aux autres reliques parce qu'on a vu une relique à 5 qui rentrait très bien pour piocher et vraiment avoir de très belles réductions. Et quel est l'intérêt d'avoir des réductions? C'est que du coup on peut jouer nos cartes pas chères. Si déjà tout votre deck coûte pas cher, vous réduisez leur coût, ça veut dire que l'arme à 3 qui pioche 3 cartes, vous allez facilement piocher. Et selon moi, vous pouvez vraiment arriver à un archétype quest. Et l'idée c'est que tu peux trouver des win conditions. Si tu as vraiment la possibilité de piocher tout ton deck, pourquoi pas Kazakusan, je sais pas, le dragon a 2 de mana, Amalgame, à voir si on a vraiment envie de jouer, peut-être pour découvrir des démons, ou juste en tempo comme ça. Et l'idée c'est qu'on peut potentiellement jouer Kazakusan, mais justement, on a le fameux T2 dont on parlait, qui peut renvoyer une carte dans votre deck, et ça veut dire que Kazakusan, vous êtes assuré qu'il ne coûtera pas 8, mais 6, parce que vous allez le jouer après la quête. Donc voilà, là c'est vraiment l'analyse pure et simple de synergie potentielle, c'est même pas de la théorie craft, mais vous voyez que au final, j'aime bien justement voir si mes analyses étaient pertinentes et tout, et quand on voit la dernière analyse de cartes que j'avais fait, je me souviens notamment des synergies avec le T2 du voleur, donc elle est où la classe voleur? Donc je me doutais qu'on allait avoir vraiment un deck très strong à base de Smokescreen et la 2-2 Trickster. Après, dans l'idée, c'est que c'est normal, ça prend du temps de vraiment optimiser une liste avec ça, parce qu'il faut qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit... voilà, il faut pas qu'elle dépende que de ça. Donc au final, j'avais eu raison. Après, c'était... voilà, ça me paraissait évident, mais pour moi, cette 2-2 qui réduisait le coût du prochain sort à 0 me paraissait totalement débile, et au final, ça a été un des meilleurs decks du dernier Major, donc globalement, voilà. Juste la pertinence de faire des analyses font que quand il y a un deck fort qui arrive, vous allez vous dire en fait, ah oui, j'avais déjà analysé cette synergie là, je savais déjà qu'on allait pouvoir faire quelque chose, sans forcément que tu aies la liste affichée et on va dire que tu es vraiment le deck, mais ça te permet justement de ne pas dépendre de liste et dépendre de par toi-même. Tu pourras limite build des choses et donc construire des decks juste parce que tu connais les synergies fortes entre les cartes. Et c'est vraiment un côté très bien pour faire du theorycraft. Donc, soit dit en passant, parlons des reliques. Summon 2 1/1 Spirits. Improve your future relics. Donc dans l'idée, imaginons que vous la lancez 2 fois, pareil, c'est la première relique que vous lancez. L'idée c'est que cette relique Vault a 2 de durabilité, donc vous allez pouvoir lancer la prochaine relique 2 fois. Ça veut dire que et surtout, vous allez pouvoir la lancer au tour 3 et au tour 5 par exemple. Tour 3, vous faites cette relique, vous invoquez 2-1-1 et 2-2-2 globalement. Et bon, ces 1-1 ont absolument aucun effet si jamais, mais vous allez voir leur force. C'est que derrière, si vous les invoquez en late game et que vous allez jouer beaucoup de reliques, ça va être insane. Ça va être insane parce que tour 8, tu peux être amené à avoir 2-8-8 que tu invoques, et si tu as la relique Vault numéro 2, 2-8-8, 2-9-9, tu finis les games comme ça. Donc ça peut très très vite monter, les reliques ça peut très très vite devenir débile. Et Relic of Extinction, ça peut être très bien par exemple, vu que tu joues un deck qui est greedy entre guillemets, c'est comme les Jade, druides de Jade, vous vous souvenez à l'époque, les golems de Jade, on a des moyens du coup de défense. Donc cette carte est un bon moyen de défense pour justement survivre jusqu'aux grosses reliques. Et l'AOE peut monter à beaucoup de dégâts.
Et grâce à Relic Vault, bah pareil, vous pouvez monter à 4 dégâts 2 fois, puis 5 dégâts 2 fois, et vous pouvez vraiment remove des boards entiers. Le problème de DH, c'est qu'on manquait un petit peu de removal. Alors que bah, maintenant, cette carte va être très forte, la synergie Relic va être selon moi très très forte. Et à voir même si on va pas nerf l'archétype, parce que bah, globalement, le potentiel me paraît absolument absurde. Donc voilà, ça veut dire que vous allez invoquer des 1-1, puis des 2-2. Imaginons que vous faites la curve comme ça. Pièce relique. Vous faites ça ensuite. Ensuite, tour 5, vous faites Relic of Dimensions. Pioche de cartes et réduit leur coût de... Du coup, ça va faire 3, puis 4. Ensuite, la Relic Vault va être morte. Mais vous aurez réduit... Vous aurez pioché 4 cartes et qui seront globalement jouables. Si vous jouez des cartes qui coûtent entre 3 et 4 de mana, bah, globalement, vos cartes vont coûter 0. Donc c'est absolument absurde. Si vous piochez ça, si vous piochez... Bah, n'importe quoi qui coûte entre 2 et 4, bah, toutes vos cartes vont coûter 0, et bah, sauf ça par exemple, mais vous allez voir cette carte, on va l'analyser ensemble, et pour moi elle va être également très broken. Cri de guerre, découvre et lance une relique, infuse 5, si 5 créatures sont mortes, lance les 3 reliques à la place. Donc selon moi ça va aller lancer dans cet ordre là, d'abord ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça. Je crois que c'est ce qui s'était passé... ouais, c'est ça. C'est ce qui s'était passé dans un replay que j'avais vu, donc de l'interaction en question. Donc je crois que ça va lancer ça, puis ensuite ça va améliorer celle-là, puis ensuite ça va améliorer celle-là. Ou c'est peut-être 1, 2, 3, 5, j'ai un doute. Mais voilà, au moins quand on aura découvert l'order, bah, ça va improve. Donc la dernière qui va se lancer va être améliorée 2 fois par les 2 que vous avez lancé au préalable. Donc voilà, cette carte va être très facile à activer si vous jouez un archétype un peu token, un peu aggro. Et bah même si vous ne l'avez pas en main, on voit qu'il y a tellement de possibilités de piocher des cartes que ça va être facile à activer. Donc pour moi, l'archétype de Demon Hunter va vraiment se booster, donc on va vraiment avoir le retour de DH. Beaucoup m'ont dit que voilà, DH commençait à mourir un peu, face au deck 40 cartes, 40 HP, ça commençait à être dur, et là on va vraiment avoir la possibilité de faire des choses assez débiles. Que ce soit réduire une Lady, que ce soit... En fait, si vraiment tu arrives à réduire toute ta main, toutes les cartes de Fel, tu vas faire des OTK assez absurdes. On peut même imaginer, je sais pas, à un moment on joue même manipulateur sans visage. L'idée c'est vraiment de faire un OTK avec Lady, ou simplement jouer les T1 qui vont donner plus d'attaque à ta Lady. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Et justement cette 2-2 serait là pour envoyer, enfin cette 4-4 pour 2 serait là pour envoyer les manipulateurs dans le deck, pour s'assurer de les réduire une fois qu'on va faire Relic of Dimension. Vous voyez les synergies un petit peu qu'on peut faire. La carte qu'on n'a pas trop analysée, c'est celle-ci. Discard votre votre main, et ensuite Râle d'Agonie, pioche 3 cartes. Cette carte va également rentrer dans l'archétype de Râle d'Agonie. Donc Râle d'Agonie, dans l'idée, c'est qu'on va avoir la 3-3 pour 3 qui peut réinvoquer, enfin invoquer un Râle d'Agonie de votre main. Donc, vous allez pouvoir faire des curves également assez débiles pour justement ne pas profiter de ce cri de guerre, ne pas défausser votre main. Et on a vraiment du très gros potentiel à venir. Cette carte peut-être un peu moins, mais j'y crois en tout cas à cette carte.